Bonjour, nous sommes le 5 octobre, il est 19 h. Nous avons un peu eu du mal avec Goliath à trouver une fenêtre propice pour enregistrer cette vidéo. Il fait très pluvieux. Alors quand on n'a pas des gros accès de bruine, on a plutôt un problème d'averses abondantes. Et je crains un peu, je vois le ciel qui s'obscurcit très rapidement derrière moi. J'espère que je vais avoir la possibilité de finir ceci à temps. Alors, je termine aujourd'hui le génotype DIO2 et vous entendrez parler de quelques réponses aux questions, mais avant toute chose, je tiens à en finir avec les traitements à base de T3. Aujourd'hui, nous parlons des traitements qui ne sont pas sur base de prescription. Donc, il y a des compléments alimentaires qui sont propices pour la T3. Et nous enchaînerons avec quelques questions pour en finir avec ce sujet sur la thyroïde. Alors, les traitements pour renforcer, pour apporter des quantités infimes de T3 qui sont sans prescription, sont de nouveau des extraits glandulaires. Ah, vous avez pu entrevoir mon chat Oxo derrière moi. Ceux qui ont l'œil vif, il nous suit. Nous sommes en promenade et il se fait que quand nous nous promenons dans la campagne autour de chez moi, il y a le chat qui est juste ici à ma gauche et le chien. Voilà, ils se promènent ensemble, ce qui est très bien. Ces quantités d'extraits thyroïdiens apportant un peu de T3 sont tellement faibles que finalement on ne justifie pas de prescription. Ça ne veut pas dire qu'ils sont anodins, ils ont quand même un impact et ils sont susceptibles de donner des effets secondaires. Donc il faut être très prudent, comme avec tout complément alimentaire. Là, ici, vous entendez la petite clochette de Goliath, qui n'est pas loin. Vous avez en tout premier lieu des extraits glandulaires un peu comme l'ERFA et comme l'armour thyroïde dont j'ai parlé dans la capsule précédente. Mais ici, il n'y a pas de prescription. A priori, ce sont des dosages plus faibles. Ce sont quand même des produits que je ne conseille pas de prendre en automédication. Ça doit être manipulé par des médecins qui connaissent le sujet. Il doit y avoir des dosages sanguins derrière, etc. Donc je ne m'étendrai pas trop là-dessus parce que c'est vite délicat, sauf si vous donnez des doses vraiment infimes. Je préfère vous parler dans ce cadre des traitements à base de T3 sans prescription, sans ordonnance, de la GTA. Alors j'ai fait juste avant la promenade des recherches pour comprendre un peu ce que voulait dire cet acronyme GTA. Bon, je suppose que G c'est glandular, T ça doit être thyroïde, G ça pourrait être ground, ça veut dire une thyroïde broyée, le A, j'ai aucune idée. Bref, GTA, c'est une marque déposée, classique, qui existe depuis longtemps, qui est reprise par beaucoup de firmes. Et alors, vous avez deux produits. Faites attention, vous avez le GTA et le GTA Forte. Bon, le GTA correspond à 5 mg d'extrait. Ça, c'est pas du tout la quantité de T3. La quantité de T3 dans le GTA est très faible. Elle est probablement égale ou inférieure au microgramme. 1 microgramme. On a parlé de 0,8 microgrammes, d'1 microgramme. Je crois que ça se situe dans ces eaux-là. Donc c'est modeste, mais vous savez, c'est de la T3. Donc c'est quand même tout de suite un gros impact. C'est l'hormone active. Donc soyez prudents, mais ça rend des services, cette GTA. Et puis alors vous avez la version Forte, GTA Forte, qui est du 20 microgrammes. Bon, ça c'est puissant. Ça c'est de nouveau sur indication bien précise, suivi médical. Je crois que c'est typiquement un genre de produit qu'il faut absolument réserver à des DIO2
homozygote variant. Ah, vous voyez Oxo derrière moi? Ah, regardez le bel Oxo. Voilà, il nous suit fidèlement. Je suis content qu'il apparaisse sur la vidéo. Et donc, cette GTA Forte, je l'utilise parfois, mais avec quand même de la réserve, avec prudence. Et je vous dis, je trouve que l'indication est quand même beaucoup plus au niveau patient DIO2 homozygote variant. Et puis aussi en première prise le matin, je dirais. J'ai des petits problèmes de stabilité, comme vous pouvez voir. On va essayer de rattraper ça. On va reprogrammer ça. Vous voyez, ici, c'est... Voilà, on est reparti. Voilà. Depuis le début, j'avais des problèmes de stabilité. Voilà, j'ai rattrapé le coup. Et je n'ai pas le temps de re-shooter. Parfois, je re-shoot quand j'ai des incidents techniques comme ça. Mais ici, vous voyez, regardez ce qui arrive là derrière nous. J'espère qu'on aura le temps de finir avant la drache. Donc GTA Forte, prudence, 20 mg d'extrait. De nouveau, ce n'est pas la quantité, ne confondez pas les milligrammes d'extrait et les microgrammes, 1000 fois moins de T3, de l'iothyronine. Et donc, toujours Oxo dans le fond, il me suit comme mon ombre. Et cette... quantité de 20 mg est quand même significative, puisque si on multiplie par 4 les 0,8 ou les 1 microgrammes dont je vous parlais au début, on arrive quand même à 3-4 microgrammes de T3, ce qui est loin d'être négligeable. Voilà, donc, et puis alors oui, j'oublie de dire, dans la GTA Forte, vous avez deux versions. Vous avez une version avec plus de cuivre, et une version avec moins de cuivre. Donc moi, quand j'ai des dosages, chez mes patients, des dosages de cuivre, j'adapte, je choisis en fonction. Parfois, j'en profite pour redonner un peu de cuivre. Je me méfie quand même du cuivre, surtout quand je donne le GTA Forte le matin, à jeun. Le cuivre est quand même très indigeste à jeun. Et parfois, il y a des problèmes de tolérance, c'est dû au cuivre. Et donc, quand c'est le cas, vous basculez sur la forme de GTA Forte sans cuivre. Il y a un tout petit peu de cuivre dans le GTA normal, mais c'est infime. Okay. Donc, là, en général, ça ne pose aucun problème de tolérance. Je ne sais pas pourquoi il y a un peu de cuivre. Ça fait peut-être partie de l'extrait. Où on a ajouté ça dans la préparation, dans la marque déposée, c'est GTA TM, trait de marque, parce que le cuivre fait partie des cofacteurs qui favorisent la conversion de la pro-hormone T4 en hormone active T3. Donc, vous avez donc trois formes de GTA, le GTA classique, le faiblement dosé, qui rend d'immenses services, qui est light, qui permet de donner des petits coups de pouce quand on en a besoin. N'oubliez pas en toile de fond le génotype DIO2, quand il est variant, eh bien vous avez des terrains propices pour aider les patients avec un peu de GTA. Et puis alors les versions Forte qui sont beaucoup plus délicates à manipuler, et là il faut le faire avec un suivi médical. Alors important, je n'ai pas encore dit ça, mais pour terminer les traitements à la T3, il faut absolument souligner l'importance, tant que faire se peut, de splitter la prise de T3. La T3 a une demi-vie très courte, on parle de 7 heures. Bon, personne n'est d'accord sur la durée exacte demi-vie. Donc la demi-vie, c'est le temps qu'il faut pour que le taux sanguin du produit soit divisé par 2. Okay. Et donc ce serait 7 heures, ce qui veut dire que vous imaginez en 14 heures, il n'y a déjà plus qu'un quart du produit, et bon, il disparaît très vite. La demi-vie de la T4 serait plutôt de l'ordre de 7 jours.
ou à peu près. Donc vous voyez, là, une énorme différence. La T4 est quelque chose de très stable. La T3 ne dure pas longtemps. Donc la T4, il n'y a aucune logique de scinder les doses, mais la T3, les régulateurs anglais, pour une fois qu'ils apportent quelque chose de constructif, apportent de l'eau au moulin. Ça, j'ai bien écouté le conseil, je l'applique à fond depuis 5 ans. C'est, vous avez vu maintenant, Goliath, qui fait partie aussi de la balade. Regardez ça. Vous voyez le Goliath. Donc, la T3 doit être le plus possible prise de manière divisée. Et en tout cas, moi, j'essaie toujours de la donner en deux prises. Le matin, assez typiquement au lever, au saut du lit, seul. Comme ça, on a une absorption optimisée. Puis je donne le coup de pouce pour démarrer la journée. Et alors, une deuxième prise en fin de journée. Là, je laisse les gens choisir. Ça peut être... ça peut même être à midi s'ils n'aiment pas le prendre le soir. Ah, ça c'est Oxo qui crie, ça c'est quand il nous lâche. Il miaule très fort quand il lâche la promenade, voilà. Il ne va pas suivre plus loin. Il est à la limite de son territoire. Et donc, matin à jeun, puis la deuxième prise, midi pour ceux qui ont peur de prendre ça trop tard dans la journée, mais sinon, dans l'après-midi, peut-être quand on a le coup de... Ah, il est quand même là, hein. Je dirais typiquement pour qu'on n'oublie pas, je demande de prendre ça avec le repas du soir. Ça me gêne pas alors que ce ne soit pas à jeun sur un estomac vide, parce qu'au moins comme ça on n'oublie pas. Le soir, si l'impact est un tout petit peu atténué parce que il y a les aliments en même temps, ça ne me dérange pas. C'est un rappel, la prise du soir. Et pour certains, il y en a qui aiment bien de le prendre au coucher. Vous savez que parfois, les hormones thyroïdiennes prises au coucher améliorent le sommeil quand le sommeil est de mauvaise qualité par manque d'activité thyroïdienne, ce qui est fréquent quand les gens sont en hypothyroïdie ou en tendance hypothyroïdienne. Et donc, c'est parfois une bonne idée. On a parfois un très très bon résultat. J'ai déjà fait ça moi-même à certaines époques avec vraiment un très bon effet sur le sommeil. Franchement, la deuxième prise de T3, elle doit être très très personnalisée. Et là, c'est aux patients à faire quelques essais, toujours sur les conseils plutôt de celui ou celle qui soigne le patient. Il faut travailler en synergie, mais il faut un feedback du patient. Moi, je demande à mes patients, bon, avez-vous essayé? Quand est-ce que vous préférez le prendre? Et je tiens compte de ce qu'ils me disent pour finalement rédiger mon programme. Et alors, je mets noir sur blanc ce que je propose de faire, mais ça résulte d'un échange avec le patient. Ce n'est pas mon avis comme ça, de manière péremptoire. Voilà, donc la T3 fractionnée. Alors, parfois, si vous prenez 3 GTA sur la journée, ce qui peut se faire, eh bien, vous en prenez un au lever, un peut-être à midi et un en courant d'après-midi, si vous avez un snack en courant d'après-midi pour y penser, ou comme ça, quand vous avez le coup de pompe de 16 heures. Bon, écoutez, on va clôturer là les traitements à base de T3. Je vais maintenant répondre à une question que j'ai eue, qui est intéressante, je trouve, qui est quelles sont les valeurs que je recommande, les valeurs santé pour la TSH, la T4 libre et la T3 libre. Bon, eh bien, c'est une question que j'ai eue sur Facebook de Daniel, si je me souviens bien, et bon, d'abord, je n'ai pas répondu, mais ça m'arrangeait bien parce que c'est difficile de répondre. Vous savez, il y a une infinité de réponses à ça. Ça va dépendre de l'âge, ça va dépendre des objectifs, ça va dépendre des plaques, ça va dépendre du génotype des IO2. Ça va dépendre de pas mal de choses. Mais enfin, bon, donnons quand même des éléments. Pour ce qui est de la TSH,
je pense quand même qu'il faut être prudent et qu'il ne faut pas descendre en dessous des normes, sauf parfois, temporairement. Vous voyez que Oxo est toujours dans le coup. Temporairement en dessous des normes. Parfois au démarrage, les gens sont tellement mal, il faut vraiment les rebooster un peu sur le plan thyroïdien, mais je ne laisse pas les gens avec une TSH trop basse et a fortiori une TSH supprimée. On parle de TSH supprimée quand elle est de 0,0 quelque chose, voire nulle, indosable. Ça, je ne laisse pas. Je trouve que c'est quand même augmenter les risques, surtout dans la durée, de voir apparaître des troubles du rythme, des palpitations, des extrasystoles, parfois des tachycardies, bon, quand c'est vraiment majeur et prolongé, mais c'est rare. Et puis alors, peut-être quelque chose aussi qui serait néfaste pour la densité osseuse. Vous savez qu'on a toujours peur, avec un excès de T3, l'activité thyroïdienne, d'avoir de l'ostéoporose. Ceci dit, la T3 est une hormone de croissance pour l'os et donc un manque de T3 va aussi donner de l'ostéoporose et le génotype DIO2 variant est associé à une densité osseuse réduite. Donc ça, c'est le trop peu de T3. Enfin, il est évident que trop de T3 n'est pas bon non plus. Donc, la TSH ne doit pas descendre trop bas. Pour ceux qui sont un peu perdus, je vous rappelle que la TSH est une hormone hypophysaire et donc une TSH trop basse signifie trop d'hormones thyroïdiennes. C'est toujours une image en miroir, la TSH. Donc TSH et hormones thyroïdiennes vont toujours évoluer en sens opposé. Ah, nous avons une visite de cyclistes sur vélo électrique, mais c'est de l'autre côté de la vallée. Vous allez peut-être les voir passer, oui, voilà. Donc, on est ici en dessous de chez moi. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas de partie culturelle. Animalière, oui. Ça, vous l'avez. D'ailleurs, vous entendez Goliath qui court vers moi en pleine excitation. Je vous montrerai un petit peu à la fin, comme d'habitude. Je crois que vous pourriez avoir une partie plutôt folklorique avec l'averse qui menace. Bon, on risque. Vous savez, il faut risquer dans la vie. Nous verrons. Une capsule inhabituelle aujourd'hui de par les éléments assez déchaînés. Nous avons eu la tempête tout le week-end. Enfin bon, voilà. Mais c'est comme ça, il faut faire avec la nature. Cette TSH donc, ne devrait pas descendre trop bas. Une valeur, je dirais, très acceptable pour une personne... je dirais lambda, je crois que c'est 1,22 parce que c'est la moyenne aux États-Unis qu'ont les Noirs américains. Comment est-ce qu'on dit Africains américains. Bon. Je m'y perds un peu, on a changé tout le vocabulaire récemment, enfin vous voyez ce que je veux dire. Et donc, pourquoi est-ce qu'on prend cette population, cette ethnie comme référence pour la TSH? Parce que ils sont très peu affectés par les thyroïdites auto-immunes, qui sont très fréquentes, les thyroïdites auto-immunes, dans une population caucasienne, donc immigrée américaine. Vous savez que les immigrés américains blancs, caucasiens viennent beaucoup des pays anglo-saxons, de l'Allemagne, et puis alors, Italie, Europe, tous les pays d'Europe, etc. Tous ces gens sont très affectés par les thyroïdites auto-immunes, et donc la TSH chez eux est souvent perturbée dans un sens ou dans l'autre. Donc, les Noirs américains, eux, n'ont pas, en principe, ces thyroïdites auto-immunes. Ils en ont, mais c'est beaucoup plus rare. Et donc, leur TSH est de 1,22. Voilà une bonne valeur de TSH pour une personne lambda. Maintenant, pour quelqu'un qui est sous traitement, la TSH pourrait quand même être un poil plus basse assez facilement. Moi, j'aime bien être en dessous de 1, parce que comme c'est quelque chose de très labile, c'est quand même difficile de rester
dans une fourchette étroite. Et donc, si on n'est pas un peu en dessous de 1, on peut facilement repasser à 2. Je n'aime pas être à 2 pour une personne sous traitement, et encore moins 2,5. Vous savez que la limite maximale de la TSH fait l'objet d'énormément de controverses. Il est un fait que les laboratoires tendent à donner 4,5 si je me trompe, hein. Mais aux États-Unis, on utilise généralement 3. Donc toute personne qui a une TSH au-dessus de 3 aux États-Unis est étiquetée d'hypothyroïdienne. Bon, ça, ils y vont assez fort. Alors en Angleterre, au Royaume-Uni, je vous dis pas, là-bas c'est plutôt, alors, vous entendez, ça c'est l'oxo qui est dans les fourrés, qui me fait un carnage. La TSH en Angleterre, ils sont même en train d'essayer de dire que tout compte fait, elle peut aller jusqu'à 10 sans trop de problèmes. Bon, hein, je pense qu'il s'agit plutôt de faire des économies sur les traitements thyroïdiens, ce qui en fait est une fausse économie, parce que c'est des gens qui vont avoir plein de problèmes. Bon, chez les personnes plus âgées, je crois qu'on peut être un peu plus tolérant pour la TSH. Hein. Quelqu'un de 85 ans, une TSH de 5, c'est pas un gros problème. S'il n'y a pas de symptômes, on ne soigne pas. Vous voyez, donc rien que vous répondre sur la TSH, j'en ai pour des heures. Ça dépend de l'âge, ça dépend des objectifs, ça dépend si on est traité ou pas. Voilà, 2,5, moi, me semble commencer à être un peu délicat quand même. Hein. Pour une personne, je dirais, d'âge moyen, qui a des plaintes, 2,5, c'est vraiment la zone grise. En 2,5 et 4,5, c'est la zone grise. Je n'ai pas dit qu'il fallait leur donner les hormones thyroïdiennes, mais il faut commencer à s'interroger, rechercher par exemple le génotype DIO2, les cofacteurs, zinc, sélénium, tout le tremblement et soutenir la glande thyroïde. Et là, il y a tout un choix de traitement et parfois peut-être cette GTA dont on a parlé aujourd'hui, par exemple pour une personne qui est un petit peu borderline hypothyroïdienne et qui a une TSH un peu trop haute et un génotype DIO2, par exemple homozygote variant AA. Vous voyez, donc on a un peu bouclé la boucle aujourd'hui. On a fait tous les... attendez, je vous montre quand même Oxo, hein. Vous voyez Oxo là. Vous voyez ce chat. On a fait la boucle, on est parti du génotype, on a un peu décrit le fonctionnement thyroïdien et on a parlé des traitements, de la conversion de T4 en T3 tétra-reverse. Je crois qu'on a quand même jeté les grandes lignes du problème. On essaiera peut-être de faire un webinaire sur la fonction thyroïdienne un de ces jours, mais je voudrais probablement auparavant vous parler des problèmes d'auto-immunité parce que 90-90% des hypothyroïdies sont d'origine auto-immune. C'est un fait statistique. Donc pas toutes, mais une immense majorité. Et donc il faudrait aborder un peu l'auto-immunité, ce que je me propose de faire bientôt, parce que en médecine fonctionnelle, on est très focalisé sur l'auto-immunité. Et je crois que ça vaudra la peine parler de ça en relation avec la perméabilité intestinale, tout ce qui peut augmenter la perméabilité intestinale, qui va donc nourrir les problèmes auto-immuns. Et je me propose de faire ça, non pas dans la prochaine capsule. La capsule 13 sera consacrée une dernière fois à la génomique. Vive la génomique 13. On va essayer de finir sur un chiffre porte-bonheur, ou l'inverse. Hein. Vous savez qu'on m'en veut de l'autre côté de la Manche pour utiliser la génomique. Ce serait tabou, ce serait réservé aux généticiens qui n'en ont que faire. Donc ce serait à mettre aux oubliettes de l'histoire de la médecine. Mais je persiste et je signe. Je ferai bientôt ces capsules en anglais pour répandre la bonne parole. Et donc, Vive la génomique 13 aura trait à deux génotypes que j'aborderai très rapidement.
OGG1 en relation directe avec le jeûne et COMT, catécholométhyltransférase, qui métabolise les neurotransmetteurs et qui donc va pouvoir être étudié et soutenu si nécessaire, donc dans les génotypes variants, par son cofacteur qui est le magnésium. Je crois que ça vaut la peine d'en parler relativement brièvement. Donc nous ferons une capsule avec ces deux génotypes-là et on en restera là. Et puis alors, on basculera la fois d'après sur l'auto-immunité. Okay. Alors ici, ben voilà, chose promise, chose due. Nous sommes en pleine averse, ça commence. Je suis ici dans le bois. Alors aujourd'hui, finalement, c'est pas tellement Goliath qui est le héros de la chose. Je vais sortir mon téléphone de mon stabilisateur et je vais vous montrer Oxo, tant que faire se peut. Regardez, Oxo est très photogénique. J'espère qu'il est bien cadré parce que ici, on est en mode vidéo. Il fait très noir. Hein. Vous voyez un peu mon Oxo là? Oh, il est juste sur l'écran. Donc voilà, j'espère que vous serez tolérants quant aux conditions de tournage assez, je ne vais pas dire dantesques, mais je crois quand je vois la couleur des nuages qui suivent que ça va vite devenir dantesque. Je n'ai pas de vêtements de pluie. Donc rien de culturel aujourd'hui, de l'animalier oui, de la nature il y en a plein. Regardez la belle vallée qui est juste en dessous de chez moi. Vraiment un endroit extrêmement agréable, très reposant. Là vous avez des charmes. En dessous, s'il avait un peu plus ce mois de septembre, vous trouveriez de magnifiques russules du charme. Mais non, il n'y a pas grand-chose. Bon, là, vous avez toujours Oxo qui miaule, qui se demande pourquoi je me suis arrêté. Mais je pense que si je vais plus loin, il va faire tout à fait noir là dans le bois. Et je vous propose de se revoir vendredi prochain à l'heure habituelle, 19h30, pour un live chat pendant lequel on s'amuse et pour une dernière capsule sur la génomique. À la prochaine. Merci les amis. Au revoir.